Alors dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les ressources et les dépenses des pouvoirs publics. Nous allons commencer par les recettes publiques. Les recettes publiques, donc, qui correspondent aux recettes des administrations publiques centrales, par exemple les ministères, aux recettes des administrations publiques locales, par exemple les communes, départements, régions, etc., et les administrations de sécurité sociale, la CNAM, la CNAV, etc. Alors en fait, les recettes publiques sont composées de deux grands ensembles, sachant que l'écrasante majorité des recettes publiques est constituée de prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires représentent en France environ 45% du PIB, ce qui est très élevé comparativement aux autres pays. Alors les prélèvements obligatoires se divisent en deux grandes catégories. La première d'entre elles, donc, ce sont les impôts et taxes. Alors les impôts et taxes peuvent être soit directs, ça veut dire qu'ils vont être versés directement en fait aux autorités fiscales. C'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui sera d'ailleurs prélevé à la source à partir de 2019, la taxe d'habitation, la taxe foncière. Ça signifie qu'en fait, vous allez directement verser l'argent aux autorités fiscales sans passer par un quelconque intermédiaire. Les impôts et taxes peuvent être également indirects, ça veut dire qu'ils sont versés indirectement aux autorités fiscales. C'est en fait quand vous allez par exemple acheter quelque chose, eh bien l'entreprise devra en reverser une partie aux autorités fiscales. Cette partie qu'ils vont reverser s'appellera la TVA par exemple. Quand vous achetez du carburant, une partie en fait du prix du carburant ira dans la poche des autorités fiscales. Ça correspond à la TICPE, à la TVA également. Alors les impôts et taxes peuvent être soit forfaitaires, autrement dit c'est un montant qui est identique pour tous. Autrement dit c'est un montant en euros. Par exemple, on peut prendre la redevance télévisuelle, qui d'ailleurs en soi n'est pas un impôt, hein. C'est techniquement ce qu'on appelle une contribution, puisqu'en contrepartie, il y a un service qui est proposé, hein, dans le cas présent, un service de télévision, en fait, les chaînes publiques, si vous préférez. Bon, c'est l'exemple classique que l'on donne, à savoir, bah voilà, tout le monde va s'acquitter, enfin, un certain nombre de personnes, parce que certaines en sont exemptes, va s'acquitter de 130 € par exemple, par an. Autrement dit, le montant est identique pour tout le monde. On a également l'impôt progressif, d'ailleurs c'est l'impôt qui participe le plus à la redistribution des revenus. Alors l'impôt progressif c'est tout simple, c'est en fait le taux de prélèvement qui va augmenter au fur et à mesure que le revenu ou le patrimoine déclaré augmente. L'exemple le plus classique c'est l'IRPP, l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques, bon, communément appelé impôt sur le revenu en fait, à savoir si vous avez eu des revenus très faibles pendant un an, d'ailleurs vous ne serez en fait même pas, enfin vous ne paierez même pas d'impôt sur le revenu dans le cas présent, mais au fur et à mesure que votre niveau de revenu imposable sera élevé, en fait vous devrez verser de plus en plus puisque le taux marginal auquel vous serez imposé aura tendance à augmenter. Donc plus votre revenu, votre patrimoine augmente, plus le taux qui va s'appliquer pour calculer l'impôt progressif augmentera également. Le dernier impôt, c'est l'impôt proportionnel. En fait, cette fois-ci, le taux est identique pour tout le monde. Par exemple, l'IS, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, qui est de 33% pour les sociétés. La TVA, par exemple, 20% sur un certain nombre de biens. Complémentairement aux impôts et aux taxes, donc, les prélèvements obligatoires sont également donc constitués de cotisations sociales, qui peuvent être salariales, patronales ou éventuellement versées par les personnes qui sont à leur compte, travailleurs indépendants. Elles vont contribuer au financement des dépenses de protection sociale. D'un autre côté donc, en plus des prélèvements obligatoires, on a également quelques autres recettes publiques, par exemple constituées d'aides européennes, de recettes issues de privatisation d'entreprises publiques, des dividendes versés par les entreprises où l'État détient des participations, etc. etc. En fait, les recettes vont servir à financer ce que l'on appellera donc des dépenses publiques. Les impôts, taxes, plus quelques recettes autres, donc situées à droite de l'écran en fait, vont servir à financer les services non marchands proposés par les pouvoirs publics. Et les cotisations sociales avec quelques petits impôts, on pense à la CSG, contribution sociale généralisée, on pense au RDS, remboursement de la dette sociale, vont quant à eux permettre de financer les revenus de transfert. Alors au niveau des dépenses publiques, qui je le rappelle donc, inclut les dépenses des administrations publiques centrales, les ministères, administrations publiques locales, communes, départements, régions, et les administrations de sécurité sociale, caisse nationale d'assurance maladie, vieillesse, famille, etc. Alors, les dépenses publiques donc. D'un côté, il faut savoir que les administrations publiques vont devoir financer des services non marchands. Exemple de services non marchands,
ce que l'on appelle la mission enseignement scolaire, puisque depuis quelques années on raisonne en termes de mission. Donc autrement dit, il va falloir payer des enseignants, il va falloir avoir également des locaux, du matériel, de l'équipement, etc. On a également la mission défense, par exemple la défense nationale. La mission charge de la dette, en fait, c'est tout simplement les intérêts que la France doit rembourser aux agents économiques qui lui ont prêté de l'argent. Là, je vous ai mis les 3 missions qui représentent en fait les parts les plus importantes des dépenses publiques. Alors après, on a d'autres missions, mais qui peuvent être plus locales d'ailleurs, équiper une mairie d'un point de vue informatique, entretenir des parcs publics, etc. D'un autre côté, complémentairement donc au financement de services non marchands, il y a également des dépenses de protection sociale qui prennent la forme de transferts sociaux en espèces. Autrement dit, ce sont des prestations sociales qui vont être versées directement aux bénéficiaires, une pension de retraite, des allocations familiales, des indemnités de chômage, le RSA, etc. Mais on a également des transferts sociaux en nature. Alors les transferts sociaux en nature sont eux-mêmes composés en fait de 2 choses. Ils incluent les prestations sociales en nature. En fait, ça correspond à des remboursements. Remboursement de soins médicaux, remboursement de médicaments, etc. Et ils incluent également ce que l'on appelle techniquement les transferts de biens et services individuels non marchands. C'est tout ce qui est relatif à l'éducation et à la santé. Alors, on a vu dans un premier temps les recettes publiques, dans un deuxième temps les dépenses publiques. Maintenant, on va voir tout simplement le solde public et la dette publique. Alors, le solde public, c'est tout simplement la différence entre les recettes publiques et les dépenses publiques. Attention, il faut surtout éviter de confondre solde public et solde budgétaire. Le solde public, c'est la différence entre les recettes publiques et les dépenses publiques, on vient de le voir. Le solde budgétaire, c'est juste la différence entre les recettes budgétaires et les dépenses budgétaires. Autrement dit, le solde budgétaire ne concerne que les APUC, administration publique centrale, alors que le solde public concerne l'ensemble des administrations publiques qui, je le rappelle pour la dernière fois, sont constituées des APUC, des APUL et des ASS. Alors, si les recettes sont supérieures aux dépenses, on a un excédent public. Si elles sont égales, cas très particulier, on a un équilibre. Et si elles sont inférieures, on a un déficit public. C'est ce qu'on a traditionnellement en France depuis 1975. La dette publique, quant à elle, va correspondre à la somme des emprunts contractés par l'État, les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale, autrement dit la somme des emprunts contractés par toutes les administrations publiques et qui ne sont pas encore remboursés à ce jour. Donc dans le graphique qui vient d'apparaître, vous voyez par exemple, en regardant l'ordonnée de droite, que la part de la dette publique dans le PIB, globalement, elle avait légèrement augmenté entre 1996 et 2008, elle était entre 55 et 65%, puis elle a littéralement explosé à partir de 2008, en passant de 65% à quasiment 100% en fait, en 2016-2017. C'est normal en fait, c'est tout simplement la crise des subprimes en 2008 qui a ensuite entraîné ce qu'on appelle la crise de la dette souveraine, autrement dit un endettement très très important des États, et ici dans le cas présent donc de la France. Si l'on raisonne cette fois-ci en milliards d'euros, on voit qu'en 1996, la dette globale des administrations publiques était d'environ 700 milliards, alors qu'en 2015-2016, elle était aux alentours des 2200 milliards d'euros. Elle a donc littéralement explosé, bien évidemment.